Donc, c'est un moment festif et un moment de reconnaissance et d'hommage aux enseignantes et aux enseignants. Donc, merci de m'y avoir associé. Et surtout, merci de m'avoir accordé ce privilège de contacter directement le corps enseignant, non pas via des circulaires et des notes qui descendent de manière un peu autoritaire, mais disons, comme ça c'est plus horizontal et c'est plus humain. D'abord, je vais vous dire un aveu, une sorte de confession. C'est-à-dire, les jours, ça fait 1 année et demie que je suis dans les responsabilités. J'ai relativement renié mes thèses antérieures, mes convictions antérieures de chercheur. Donc pour moi maintenant, désormais la pédagogie, c'est une affaire de pratique, c'est une affaire de local, c'est une affaire de situation concrète décoincée par l'enseignant et non pas l'objet de spéculations théoriques. En guise de commencement, je vais commencer par la feuille de route que vous connaissez tous. Donc au commencement, il y avait la feuille de route 2022-2026. C'est une feuille de route qui vise une école de qualité. Et c'est une feuille de route qui entend réformer le système éducatif. D'accord ? Donc cette feuille de route se décline comme étant une traduction de la sublime volonté royale, des déclarations gouvernementales, des recommandations de la loi cadre et bien sûr des recommandations du nouveau modèle de développement. Alors, je vais, dans cette communication, faire un peu la généalogie, si vous voulez, de Tarl. Je ne vais pas parler directement de la pratique parce que vous en êtes les auteurs. Donc, je vais vous parler un peu de ce premier moment fondateur de la feuille de route. Je vais passer aussi par un détour par la science, ce que dit la science, comment la science a résolu ce genre de problématiques pointées par la feuille de route. Et troisièmement, je vais vous parler de Tarl, quels en sont les principes, quels sont les défis pour la pérennisation, la généralisation, etc. Donc, à l'amont, il y avait un diagnostic pour le moins inquiétant. L'école est devenue un peu, selon la littérature, ce grand corps malade. Grand corps malade, pour ceux qui connaissent un peu la poésie française, la chanson française, c'est un chanteur. Vous allez voir que sa biographie, c'est un peu le diagnostic de l'école marocaine. Et c'est le lieu où s'organise la bifurcation, si vous voulez, violente entre les élèves. L'école, donc, c'est le lieu où on met en œuvre une machine de sélection entre les bons éléments et les élèves en difficulté. Malheureusement, les élèves en difficulté sont majoritaires. On avance le taux de 70% à 80%. Et donc, ce diagnostic, on le retrouve dans la feuille de route. La feuille de route a pointé, si vous voulez, trois grandes failles qui rongent un peu le système éducatif. C'est la qualité des apprentissages, l'épanouissement et le décrochage scolaire. Et donc, la réponse, si vous voulez, l'antidote de la feuille de route, la réponse donnée par la feuille de route, c'était quoi ? C'était construire un modèle holiste, un modèle général, un modèle intégré, articulé, où on va tester plusieurs hypothèses de manière synchrone, en même temps. Donc, c'est un peu ça, le concept des écoles pionnières. Ça veut dire que c'est un modèle qui va intégrer des valeurs, c'est un modèle qui va intégrer des disciplines à enseigner, c'est un modèle qui va intégrer une organisation scolaire spécifique. C'est un modèle aussi qui va donner lieu à une ingénierie du manuel scolaire. Donc on est en train, vous avez vu la presse, on discute, on débat. Il y a ce débat entre, est-ce que c'est un manuel unique, est-ce que c'est un manuel, bien sûr l'engagement de vous savez, il parle de manuel référentiel. Il y a toute une nuance qu'on peut, bien sûr, en débattre par la suite. Et il y a aussi une nouvelle politique d'évaluation. Il y a un concept que j'ai entendu, ça fait 2 jours dans un colloque international, qui parle de l'évancipation. L'évancipation, c'est un mot valise, si vous voulez, forgé. C'est l'évaluation et l'émancipation. Donc on a fait un mot valise, c'est-à-dire comment, par l'évaluation, c'est pas seulement la réussite, mais c'est un état, si vous voulez, sublime de la réussite, c'est l'émancipation. Et également, il y a une politique, si vous voulez, de motivation du corps enseignant.
dans le sens de la professionnalisation. Et vous avez vu tous ces formations certifiantes qui vous ont sûrement permis de changer des postures, des gestes professionnels, etc. C'est un modèle aussi qui intègre une sorte de pratique, de politique inclusive. C'est-à-dire tout le monde doit être dans le système. D'accord ? Il y a aussi, c'est un modèle aussi qui donne lieu à un système d'enseignement efficace. Efficace, ça veut dire tout ce que vous savez maintenant sur l'enseignement efficace, etc. On reviendra si vous voulez. Et c'est aussi un modèle, il n'y a pas seulement le volet pédagogique, mais il y a d'autres volets. Il y a une logistique adjuvante, il y a de la motivation, des mesures incitatives, etc. Vous voyez, donc c'est un peu ce caractère holiste du modèle qui est spécifique à la feuille de route, et c'est un peu le point fort de la feuille de route. Donc, c'est un modèle qui est au fond pédagogique, mais il est entouré, si vous voulez, par des garanties pécuniaires, financières, etc., physiques, au niveau de la réhabilitation. Et c'est un modèle aussi, un dernier point, si vous voulez, dans la caractérisation de ce modèle, c'est un modèle qui intègre un dispositif de pilotage très rigoureux, d'accord, et de conduite de changement. Ce modèle, si vous voulez, intégrateur, charrie aussi une nouvelle définition du curriculum. C'est-à-dire que le curriculum, ce n'est pas juste des vues d'esprit, du théorique, mais c'est plutôt un curriculum n'est curriculum que s'il est éprouvé, testé, expérimenté. Donc ça, c'est très important. On va revenir à la donnée probante, etc. Donc, autre chose très importante, vous l'avez sûrement vu, c'est ce qu'on appelle maintenant la culture de l'évaluation d'impact, etc. Donc, il y a toute une machinerie analytique, des algorithmes de prédiction, de corrélation, etc. Donc, c'est des gestes professionnels aussi que l'enseignant doit connaître. C'est très important dans nos formations d'enseignants, d'inspecteurs, etc. C'est un modèle aussi que, même si la littérature scientifique ne le dit pas, enfin, sciences de l'éducation ne le disent pas, mais moi j'ai essayé d'intégrer une nouvelle... il est là, il est diffus, mais j'ai essayé de le mettre en valeur, c'est le côté de la responsabilité sociale de l'enseignant. C'est très important. Donc, je reviendrai à l'échec scolaire parce que c'est une thèse, ou c'est un syntagme qu'on retrouve dans les champs épistémiques où on a la solidarité, la circularité des objets, etc. Mais on le retrouve de manière très minime dans les sciences de l'éducation. C'est la responsabilité sociale de l'enseignant. C'est-à-dire, s'il y a échec, c'est la faute aux enseignants. Bien sûr, vous allez peut-être activer la fibre syndicale, mais si on arrive à basculer dans ce régime, moi, c'est très bien. Alors, je conclus sur le modèle. Donc, le modèle école pionnière, qu'on a appelé les établissements pionniers, que ce soit à l'école primaire ou au collège. Donc, c'est un modèle qui entend rompre avec la sélection excluante et stigmatisante. C'est un modèle qui invente un nouveau système de savoir scolaire qui devient le lieu fondamental d'apprentissage et d'exercice de la citoyenneté. Et enfin, c'est un modèle qui rapproche les élèves. Bien sûr, les élèves sont des profils socio-scolaires différents, mais on peut les rapprocher par la lecture, on peut les rapprocher par la culture et on peut les rapprocher par les valeurs partagées. Et là, les coins de lecture font partie de ce processus compensatoire, c'est-à-dire comment un élève qui n'est pas lecteur ou qui n'a pas acquis les attitudes de lecteur dans son contexte familial, l'école peut jouer ce rôle de compensation. Donc, bref, la feuille de route envisage des perspectives de progrès via ce basculement vers un mode opératoire qui cible la transformation au sein de la classe. Donc, on a donc droit, si vous voulez, d'attendre des éléments de réponse aux problèmes principaux qu'on rencontre dans le champ de l'éducation. Des problèmes que certains littérateurs appellent incurables. D'accord, regardez, l'approche curative et des problèmes incurables. Donc il y a cette métaphore qui circule, et il y a d'autres qui parlent d'hémorragie, etc. Donc comment juguler cette hémorragie, comment inverser la tendance, si vous voulez. Donc parmi si vous voulez, les problèmes majeurs qui rongent le système éducatif et qui le logent dans une spirale descendante, c'est l'échec scolaire. Parce que c'est très... Donc c'est mon deuxième moment, si vous voulez, je vais vous parler un peu. On va déconstruire ce concept parce que il est même au cœur du dispositif TAR.
Alors, c'est quoi l'échec scolaire en fait? Est-ce qu'on peut lutter contre l'échec scolaire? Ou est-ce qu'on doit lutter contre l'échec scolaire? Bon, on doit lutter, c'est sûr. C'est une question déontique. On doit le faire. Mais comment lutter contre l'échec scolaire? C'est ça l'important. Alors, je vous donne une définition toute simple de l'échec scolaire. L'échec scolaire relève fréquemment d'une incapacité à apprendre ou à utiliser ses ressources intellectuelles de manière efficiente. Donc, c'est une définition minimaliste. Mais l'échec scolaire, c'est en soi un tournant historique. Parce qu'avant, on pouvait échouer. Il y a des gens qui ont passé 3 ans, 4 ans au CM2, Shahada. Donc c'était un allant de soi, c'était naturel. Par contre, maintenant, c'est problématique. Vous voyez, donc c'est une problématique moderne. D'accord ? En fait, comment traiter l'échec scolaire? Enfin, il y a en gros, je vais vous donner un peu les tendances extrêmes, il y a en gros 2 tendances. Il y a une tendance psychologique individuelle et une tendance sociologique et collective. La tendance psychologique individuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il y a échec scolaire, ça veut dire qu'il y avait des caractéristiques individuelles qui prédisposaient l'élève à échouer, tout simplement. C'est peut-être un élève qui est dyslexique, un élève qui a des problèmes de déblocage psychologique, etc. Et donc, il y a une sorte d'isomorphisme qui est figé. Si vous êtes dyslexique, il y a le traitement. Si vous êtes dyscalculique, il y a le traitement, etc. Donc c'est ça un peu la logique. Alors cette logique, on la trouve dans ce qu'on appelle l'éducation spéciale, aux besoins spécifiques, etc. Mais quel est le reproche sociologique, si vous voulez, de cette approche? C'est qu'on considère l'école comme étant un opérateur qui est neutre. Ça veut dire que si l'élève échoue, c'est la faute à l'élève, parce qu'il a des déficiences intellectuelles peut-être. Donc l'élève, la pédagogie dans ce cas de figure, c'est une pédagogie clinique. D'accord? Donc ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est les tendances à dominante sociologique que vous connaissez tous. Le postulat, il est quoi? C'est que l'échec scolaire est corrélé à l'appartenance socio-économique ou sociale de l'élève. D'accord? Il y a une corrélation, si vous voulez, organique entre l'inégalité scolaire et l'inégalité sociale. Donc il y a ce rapport-là. Contrairement à l'approche psychologique, cette approche sociologique, dans cette approche sociologique, l'école est vécue comme étant, ou plutôt elle est perçue comme étant un opérateur qui n'est pas neutre mais qui est agissant. Ça veut dire que c'est l'école qui transforme les inégalités sociales initiales en inégalités sociales ultérieures. Donc vous connaissez un peu les grandes thèses de la reproduction, Bourdieu, Passeran, Rochex, Bautier, Barbier, etc. Donc tous ceux qui ont travaillé sur la variation maintenant. Maintenant, cette école sociologique, on commence à l'affiner. Il y a même des gens qui ont remis en cause cette thèse, surtout via les tests internationaux. Maintenant, il y a des déductions très fines qui ont fait que la thèse de reproduction initiale qu'on a étudiée tous a beaucoup évolué. Et dans ce cas de figure, c'est quoi l'échec scolaire? C'est l'écart entre la culture de l'élève et la culture véhiculée par l'école. C'est la culture de la classe dominante, en termes marxistes, entre guillemets. Il y a même la Banque mondiale maintenant qui parle de pauvreté des apprentissages. Vous voyez donc un peu la métaphore. Donc, dans ce cas, le remède n'est pas du côté de la pédagogie clinique, mais des pédagogies compensatoires. Compensatoire, ça veut dire, comme je vous ai dit au début, les coins de lecture. Donc, on va compenser, on va, si vous voulez, injecter un peu de nouvelles attitudes, de nouvelles postures qui ne sont pas dans la famille, mais on va construire le sujet lecteur, non pas dans le contexte familial, mais dans le contexte scolaire. Donc, si vous voulez, au-delà de ces 2 extrêmes, nous, en tant que praticiens, il faut quand même adopter une posture pragmatique et se poser la question comment promouvoir la réussite d'un maximum d'élèves. Et d'ailleurs, c'est ce que dit la feuille de route. Philosophie, si vous voulez, autour du concept de l'échec scolaire. Quand on dit il y a échec scolaire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que implicitement, tout le monde doit réussir. Vous voyez, c'est un peu, du moins, le souhait de toutes les sociétés qualifiées de modernes, d'accord?
Donc ces sociétés sont convaincues de ce qu'on appelle, depuis Rousseau jusqu'à maintenant, l'éducabilité de l'individu, la perfectibilité de l'individu. Tout individu peut évoluer intellectuellement à condition de passer par des organismes, par des, si vous voulez, des dispositifs organisés, par l'école, par le parti politique, par les syndicats, par les associations, etc. Et donc en même temps, quand on dit échec scolaire, c'est en soi le signe de la faillite de tout système éducatif. C'est-à-dire que cette prétention égalitariste n'est qu'illusion. D'accord ? Et vous avez les statistiques avancées, par exemple, par Monsieur le ministre, souvent, c'est qu'on a 330 000 décrocheurs annuellement, donc c'est problématique. Ça veut dire que même la problématique de la du quantitatif n'est pas chose atteinte. Alors, maintenant, l'échec scolaire, précisément, quand est-ce qu'il y a échec scolaire? Donc, concrètement, il y a échec scolaire, où l'échec scolaire est consommé quand quand un redoublement est décidé. Donc, quand il y a redoublement. D'accord? Autrement dit, l'échec scolaire serait décrété suite ou après évaluation. Donc, il y a un problème dans si vous voulez, le processus décisionnel, dans le jugement évaluatif qui a fait que certains élèves échouent. Donc, on se permet quand même de poser certaines questions pour juste cadastrer un peu ce champ. Alors, est-ce qu'il faut rompre avec la pratique du redoublement? Bon, il y a beaucoup de cas de figure. Vous pouvez lire les études internationales comparées. Il y a beaucoup de pays où on a même interdit de manière quasi définitive le redoublement. Il y a la promotion automatique, etc. Donc, il y a beaucoup de cas de figure. Faut-il rompre avec la pratique évaluative et décréter la promotion automatique? L'école a-t-elle besoin de l'échec scolaire pour fonctionner? C'est une question elle paraît paradoxale, mais elle est très profonde. Même dans le sens commun, si on pose des questions aux collègues, c'est-à-dire que cet élève doit échouer parce qu'il n'a pas. Vous voyez, donc, c'est-à-dire que l'échec scolaire fait partie de notre ADN en tant qu'enseignant. L'école peut-elle se passer de l'échec scolaire? L'échec scolaire moderne n'a-t-il pas sens à l'expérience scolaire? La massification n'est-elle pas un nivellement par le bas? Et il y a une grande question, si vous permettez, c'est entre l'éducation de masse et l'éducation élitiste. Donc, quel choix faire? Alors, je vais déplier, si vous permettez, devant vous, 3 concepts majeurs qui nous ont permis, si vous voulez, cette combinatoire de questions, qui sont le redoublement, l'évaluation et la dualité efficacité-équité. Quand on dit formation d'élite ou formation de masse, donc on est dans cette problématique de l'équité et de l'efficacité. Alors, ce que nous dit la littérature scientifique en général. Donc, j'ai essayé de compiler pour vous un certain nombre de postulats. Par exemple, le redoublement, il y a 7 postulats. Premièrement, le redoublement accroît la probabilité du décrochage scolaire. Donc, pas la peine de faire redoubler les gens. Le redoublement affecte la confiance que les élèves ont dans leurs capacités. Il peut induire le sentiment d'incompétence acquis et de perte d'estime de soi. Le redoublement n'aide pas les élèves à repartir d'un bon pied et il est donc sans effet sur leur progression. Le redoublement laisse des séquelles affectives. Le redoublement, même dans les systèmes éducatifs sélectifs, n'engendre pas des élites, un haut potentiel d'élite. Et le redoublement a un surcoût en matière d'économie de l'éducation. Le redoublement, ça coûte. Et le redoublement engrange les classes et donc n'occasionne pas la possibilité de personnaliser les apprentissages. Donc comment alors dégager les élèves les plus faibles de la sphère de la résignation et de défataliser un peu l'échec scolaire sans pour autant se montrer laxiste? Alors deuxième point, c'est les pratiques évaluatives. Par exemple, un enseignant qui vous dit que l'élève doit redoubler parce qu'il ne sait pas lire, parce qu'il ne sait pas compter. Mais, entre nous, le savoir lire relatif à l'année, est-ce qu'il est précis? Est-ce qu'on a des paliers? Est-ce que c'est métrologiquement mesuré? La compétence à maîtriser, est-ce qu'il est mesurable? Donc, vous voyez, ce sont des questions juste pour relativiser un peu ce genre si vous voulez, de jugement. C'est pour vous dire en fin de compte que les pratiques évaluatives sont fréquemment quasiment aléatoires. Donc il y a une
part d'aléatoire dans les processus décisionnels. Bien sûr, vous connaissez un peu il y a même des processus, il y a des biais d'évaluation qui sont souterrains, qui sont inconscients, comme l'effet Posthumus, l'effet de stéréotypie, etc. Donc, c'est dire qu'il faut faire attention à l'évaluation si on veut vraiment lutter contre le décrochage et l'échec scolaire. Troisième point, c'est cette dyade, cette dichotomie équité et efficacité. Que choisir? Surtout comme une nation comme la nôtre qui a des ambitions, etc. Que faut-il faire? Donc l'idéal, l'idéal, c'est de concilier équité et efficacité et de faire que les deux objectifs soient indissociables. Éducation de masse et formation d'élite ne se posent pas. Mais, facile de le dire, mais comment? C'est pas une construction naturelle, il faut la construire. Donc comment le système éducatif construit un modèle qui allie, si vous voulez, et formation de l'élite et formation de masse, au moins jusqu'à la scolarité, si vous voulez, ce qu'on appelle la scolarité obligatoire. Il y a aussi, là aussi, il y a une série surtout pour l'équité et l'efficacité, il y a une série de réponses scientifiques qui sont avancées par la recherche scientifique. Je peux vous donner au moins 5 ou 6 réponses. Alors, d'abord, il faut toujours interroger les apprentissages réels. Les apprentissages réels sont peu connus. Il faut quand même avoir le courage de sortir de cette ignorance. On ne connaît pas les apprentissages réels des élèves. On connaît des choses qui sont sur le papier, mais en fait, en classe, dans la réalité, il y a quand même de l'ignorance qu'il faut aplanir. Deuxième point, définir quels devraient être les acquis indispensables de la totalité des élèves en fin de scolarité obligatoire. Ça veut dire une sorte de socle de connaissances, de compétences, de valeurs, d'attitudes, etc., qu'il faut avoir stabilisé. Mais stabilisé pas théoriquement, mais stabilisé comme est en train de le faire maintenant dans les écoles pionnières. C'est-à-dire une sorte de chantier work in progress, si vous voulez. Il faut d'abord passer par l'expérimentation à corpus réduit, puis étendre, etc., pour ensuite figer le modèle. Troisième point, c'est cibler les élèves en difficulté. Ceux qui ont une fragilité scolaire, il faut les cibler. Il faut que ce soit un objet privilégié de l'école publique. Et il faut aussi avoir le courage de se demander, de savoir si ce qu'on enseigne est fait en soi difficulté ou au contraire est nécessaire. Donc il faut se poser ces questions sur les types de savoirs scolaires qu'on est en train de transmettre aux élèves. Il faut aussi choisir des pédagogie efficace. Pédagogie efficace, ça veut dire que c'est tout simplement, je ne parle pas de l'explicite, c'est un terme générique. Donc l'explicite, ce n'est qu'un cas particulier. Donc, c'est-à-dire toutes les pédagogies qui donnent lieu, si vous voulez, à des ancrages explicites, qui donnent lieu à des étaillages, qui donnent lieu à des ajustements, à des accommodements lors de l'acte enseignement-apprentissage et qui, si vous voulez, ne passe d'un état à un autre que si l'enseignant est assuré que les élèves, la majorité des élèves, maintenant on avance le chiffre de 80 ou 70, et déjà la maîtrise suffisante pour passer au palier cognitif suivant. Il y a un autre concept qui n'est pas, que je me permets d'avancer si vous voulez, c'est la dévolution de la responsabilité de l'échec. C'est ce que j'ai dit au début. La dévolution, vous la connaissez, hein, le socioconstructivisme, dévolution de l'apprentissage, quand ça passe de l'enseignant à l'élève. Maintenant, je parle de la dévolution de la responsabilité de l'échec. Ça veut dire que l'échec, on doit opérer ce déplacement. S'il y a échec, ce n'est pas l'enseignant qui a échoué, mais c'est l'enseignant qui a échoué. Au ce n'est pas l'élève qui a échoué. Donc, il faut reconnaître, si vous voulez, cette dévolution. Donc, si vous voulez, au terme de ce parcours que je viens de brosser comme ça à gros traits, peut-être même de manière désarticulée. Maintenant, je vais passer au troisième moment, qui est le moment capital, c'est-à-dire Tarl. Donc, je pars du constat, ou je repars du constat, parce que j'ai déjà dit que nous sommes parmi les pays les moins performants en matière de qualité des acquis des apprentissages. Tous les tests, que ce soit nationaux ou internationaux, le confirment. Et nous sommes également le pays où on a un taux d'élèves qualifiés de peu performants. Donc, si vous voulez, c'est le jargon des tests internationaux. Donc, un système qui est moins performant et des élèves qui sont peu performants. Donc, comme je vous ai dit, c'est un peu cette pauvreté des apprentissages qui est un discours maintenant qui devient
unanime, qui est bien installé et qu'il faut quand même déloger et décaper. C'est ça notre devoir. Donc comment inverser la tendance? Comment donner la voix au sans-voix? Parce que les élèves qui sont objets de décrochage, ce sont des sans-voix. J'emprunte la métaphore à Jacques Rancière, philosophe français, dans un livre qui s'appelle La méthode de l'égalité, paru en 2012. Comment donner la voix à ces sans-voix? Comment faire qu'ils deviennent vraiment élèves au sens plein du terme? Alors, quelle est la pédagogie la plus appropriée pour accueillir la différence, pour traiter cette différence et pourquoi pas pour corriger s'il y a lieu? Donc la réponse, après bien sûr une mûre réflexion, parce qu'il y avait beaucoup de stations expérimentales, si vous voulez, la réponse, et un des éléments de réponse, c'est la remédiation intensive, ou ce qu'on appelle communément TARL. Donc bien sûr, le récit indien, toute cette littérature sur l'emprunt, etc., malheureusement, même la presse colporte ce genre c'est un texte qu'on vient de calquer, etc., ce n'est pas vrai. Donc il y a eu tout un travail de reconfiguration qualitative de TARL indien, TARL initial. Maintenant, si vous faites la comparaison, vous n'allez trouver aucune ressemblance. Ça veut dire que nous sommes appropriés l'esprit de TARL, mais on l'a reconfiguré à notre manière. Donc ça veut dire que désormais TARL, c'est une affaire maroco-marocaine et ça n'a rien à voir avec l'emprunt indien. Alors, pour faire court, j'ai essayé de compiler un peu TARL dans un certain nombre de principes. Donc j'en ai recensé 15. On peut bien sûr les coupler si vous voulez, mais juste par souci didactique. Donc premier principe, c'est l'environnement bienveillant. Pour qu'il y ait une remédiation intensive, d'abord, il faut qu'il y ait un environnement bienveillant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un environnement qui est générateur d'abord du bien-être émotionnel des élèves. C'est un discours qui est positif, c'est un discours qui est encourageant. Surtout au niveau des plages interactives, il faut être bienveillant, traiter l'erreur de manière indulgente, éviter la stigmatisation, etc. Donc ça, c'est le premier principe, l'environnement bienveillant. Deuxième principe, c'est les activités attractives et engageantes. Ça veut dire une remédiation intensive repose sur des activités ludiques. Vous les pratiquez, donc il y a beaucoup de jeux, etc. Troisième point, c'est le ciblage des fondamentaux. Donc il y a un focus sur les apprentissages fondamentaux. Ça veut dire, on suppose que ce qui est fondamental dans TARL, c'est ce qui est nécessaire comme préacquis pour passer à un apprentissage ultérieur. Il y a aussi un travail à faire sur la formulation des objectifs et des rythmes. Il faut que les objectifs soient formulés de manière claire, précise et surtout dans une logique, ça risque bien sûr de reconduire un peu Bloom, etc. Mais il faut que ça soit formulé dans une logique de maîtrise, 80%, etc. Il y a aussi, TARL, c'est un discours simplifié. Donc le langage doit être simple. On va dans notre cheminement démonstratif du simple au complexe, du concret à l'abstrait, etc. Et il faut toujours ancrer aussi son discours dans des situations concrètes qui sont proches de l'élève pour que ça puisse l'interpeller. Un autre point qui est très important, c'est l'explicitation de l'enseignement. Donc là, le style, il faut user d'un style d'enseignement dans le souci. Donc là, il y aura un recoupement avec l'explicite. Et d'ailleurs, une des, si vous voulez, des points qui font la marocanité de TARL, c'est qu'on a essayé quand même de combiner TARL avec l'enseignement explicite. Donc ce travail de passage est typiquement national. Donc ça veut dire que l'enseignement explicite, si vous voulez, il structure un peu la séance type de TARL. Donc c'est, bien sûr, vous connaissez les principes, l'allègement de la charge cognitive, la progressivité, la structuration des leçons, ce qu'on appelle les leçons scriptées. Maintenant, les leçons scriptées, maintenant, sincèrement, c'est un objet scientifique, un objet de recherche scientifique actuel. Maintenant, j'ai recensé, ça fait 2 jours, 3 jours,
au moins 15 articles scientifiques parus dans les grandes revues indexées. Ça veut dire que la leçon scriptée, c'est quelque chose de fondamental dans le mécanisme acquisitionnel. La verbalisation des raisonnements stratégiques, etc. Bon, tout ce que vous connaissez sur l'étayage, sur l'aide, sur la rétroaction, etc. Et surtout, là, il y a quand même, il y a aussi du sens commun qu'il faut quand même arrêter, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignants même qui disent qu'on est en train de reconduire, on est en train de faire du bis, on est en train de reconduire l'enseignement magistral. Donc ça, cette posture nostalgique est à revoir. En fait, TARL ou l'enseignement explicite, c'est plutôt un enseignement structuré où l'enseignant, ou l'activité de l'enseignant surtout, a pour but de favoriser, par des explicitations claires, méthodiques, etc., des démonstrations, une pratique guidée, un engagement actif des élèves et une meilleure compréhension de l'objet d'apprentissage ou l'objet de remédiation. Il y a aussi un autre point, un autre principe, c'est l'attention aux vulnérabilités. L'approche TARL élit en premier lieu, ça veut dire sélectionne en premier lieu les élèves qui ont une difficulté d'apprentissage, qui sont en état de fragilité scolaire, de vulnérabilité scolaire. Il y a un autre point, c'est la donnée probante. La donnée probante, ça c'est très important. Je crois que tout le champ des sciences de l'éducation au Maroc doit quand même se réorienter vers ce genre de littérature. Ça peut aider, ça peut même orienter, alimenter la décision de politique publique en éducation. Alors, TARL ou l'école pionnière, c'est un projet qui a fait d'abord l'objet d'une série d'évaluations. Donc c'est peut-être le projet qui a été le plus évalué. Donc il y avait au moins 4 ou 5 évaluations croisées et plurielles. Et ces évaluations nous ont permis de collecter des données. Donc ça veut dire, nous avons une data maintenant, des données probantes sur les acquis réels des élèves. Et ces données, bien sûr, font l'objet d'analyse, de traitement, et dans la perspective, si vous voulez, d'assurer la réussite des élèves. Il y a un autre concept, c'est l'accompagnement de proximité. C'est-à-dire dans le sens double. Un double accompagnement. L'inspecteur qui accompagne l'enseignant de manière continue, mais surtout l'enseignant qui accompagne l'élève de manière continue et de manière personnalisée, de façon à l'amener à progresser vers les niveaux supérieurs. Pour ce qui est des enseignants, maintenant on a des formations, une nouvelle génération de formations, c'est ce qu'on appelle communément des formations certifiantes. Ça veut dire, si vous voulez, il y a un focus sur les gestes professionnels efficaces. Ce n'est pas de la théorie, c'est plutôt des formations pratico-pratiques. Et maintenant, on aura des organismes, des instances qui vont statuer sur les labels, sur les normes, donc, le nouvel organigramme, il y a au moins 2 ou 3 instances dans ce sens. Il y a un autre concept qui est très important, maintenant on entre dans le vif du sujet, c'est le regroupement des élèves. Donc TARL, on regroupe des élèves bien sûr, c'est une stratégie de regroupement des élèves selon leur niveau de compétence, plutôt que par leur classe d'appartenance. Donc ainsi, de la sorte, on peut proposer, si vous voulez, des aides, des actions spécifiques en fonction de la difficulté rencontrée chez chaque élève. Il y a un autre concept qu'on retrouve dans les rapports internationaux, c'est l'identification et l'intervention précoce. Ça, c'est très important. D'accord ? Donc, plus l'identification, plus l'intervention est précoce, moins les élèves risquent de présenter des défaillances d'apprentissage et plus les élèves vont combler et surtout combler durablement leurs lacunes. Et bien sûr, quand on parle de regroupement, il y a le biais qui nous mène. Là, c'est ce qu'on appelle les tests. Il y a une opération de testing très soulignée. Alors, on a ce qu'on appelle les tests de positionnement. C'est des tests initiaux dont les données sont fiabilisées, bien sûr. Il y a des vérifications aléatoires. Et c'est un test fiabilisé et également focalisé sur les savoirs fondamentaux. Donc ça, c'est un pré-test. Il nous permet la formation des groupes qui sont homogènes et nous permet également de cibler, de choisir des activités spécifiques. Il y a également un post-test, si vous voulez. Donc le dispositif, nous avons un pré-test et un post-test. C'est un test qui est réalisé pour mesurer les effets de remédiation sur les savoirs fondamentaux. D'ailleurs, c'est le même test,
pré-test et le post-test, c'est le même test, mais ça nous permet de comparer, si vous voulez, et faire ressortir l'ampont acquisitionnel chez l'élève, c'est-à-dire si vous voulez, le taux acquisitionnel, c'est-à-dire le plus. Quel est ce plus-là? Autre point maintenant technique, c'est ce qu'on appelle les parcours et les paliers. Bon, je vous donne un exemple, par exemple. Pour le cas du français, le test se compose de 4 items. On a un item lettre, donc on pose une question sur une lettre donnée. Item 2, c'est le mot simple. Item 3, c'est le paragraphe. Et l'item 4, c'est 2 questions de compréhension. Vous voyez, donc vous voyez la trajectoire acquisitionnelle, elle est bien designée, elle est bien... Donc si l'élève réussit un item, il passe à l'item supérieur. Sinon, il passe à l'item inférieur. Donc l'élève est positionné, si vous voulez, toujours au plus haut niveau réussi. Et on a des paliers, si vous voulez. Donc, on a des paliers qui vont de la lettre à la compréhension en passant par la fluidité. L'essentiel, c'est quoi? Que ça soit 5 ou 4, l'essentiel, c'est qu'on a une ingénierie très fine qui nous permet de voir la traçabilité. Est-ce que l'élève a acquis quelque chose ou n'a pas acquis, ou on doit le positionner, etc. Donc, un autre point, c'est que c'est une remédiation qui est extensible. C'est vrai qu'il y a une remédiation intensive initiale au début de l'année, le mois de septembre, mais il y a aussi une remédiation qui est extensible et qui s'étale sur l'année. C'est-à-dire, si la difficulté persiste, les élèves peuvent bénéficier, bien sûr, d'une remédiation étalée en mode extrascolaire. La remédiation est donnée par des enseignants qui sont... Maintenant, on parle de profs certifiés et bien sûr, cette remédiation fera l'objet d'une indemnisation particulière. Je vais passer maintenant, si vous voulez, aux résultats et au mode de réception. Comment on a reçu cette réforme et quels sont les résultats. J'ai choisi 2 enquêtes. L'enquête de l'ONDH, l'Observatoire national des droits, du développement humain, et le dernier article ou rapport qui circule maintenant, vous l'avez vu, de ce consortium JPAL, Email, etc. Donc, alors pour l'enquête de l'ONDH, c'est une enquête, j'ai choisi une enquête qualitative et une enquête quantitative. L'enquête qualitative, bien sûr, c'était suite à une saisine du ministère de l'Éducation nationale. Donc le ministère de l'Éducation nationale a saisi l'Observatoire pour recueillir, si vous voulez, les échos des acteurs du programme suite à l'expérimentation. La question qui était posée, c'est analyser les dynamiques de mobilisation des acteurs sur le terrain. Qu'est-ce qui mobilise les acteurs? Qu'est-ce qui fait que les acteurs adhèrent, si vous voulez, au processus de la réforme? Et déterminer les facteurs qui agissent sur le niveau d'adhésion et de mobilisation autour du programme. Donc, méthodologiquement, il y a eu recours à ce qu'on appelle les récits de vie, les interviews, les focus group, etc. Bien sûr, il y a eu des défis, c'est sûr. Au-delà des défis, il y avait des résultats nettement positifs. Bon, j'en ai recensé 3. D'abord, TARL est perçu comme étant une approche efficace. C'est-à-dire que les enseignants reconnaissent l'impact quasiment immédiat de l'approche. Deuxièmement, TARL, selon toujours le dire des enseignants, TARL permet de répondre au rythme et au style des apprentissages individuels. Ça veut dire qu'il permet de personnaliser l'apprentissage. Et troisièmement, TARL favorise un apprentissage inclusif. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est ce qui ressort de cette enquête de perception chez les enseignants. Bien sûr, vous savez, quand on fait une enquête qualitative, il y a toujours des limites, parce que on se limite à des énoncés déclaratifs. Automatiquement, il faut passer au quantitatif pour mieux confirmer. Alors, l'enquête quantitative que j'ai sélectionnée pour vous, c'est le dernier texte, que ça circule, je crois que 3 jours, 4 jours sur Internet. C'est un article scientifique, en fait, qui a été co-dirigé par 4 instances, des instances qui ont une crédibilité scientifique incontestée, insoupçonnée. C'est l'UM6P, l'Université Mohamed VI Polytechnique, l'IMEL, enfin, ça moi je ne connais pas, mais enfin, c'est un laboratoire marocain de l'innovation et de l'évaluation, JPAL,
Donc, il faut juste dire que dans cet organisme de recherche siègent des prix Nobel. Donc, c'est pour dire un peu la caution scientifique de l'instance. Et aussi Harvard Center de développement international. Donc, ce rapport, d'ailleurs, Monsieur le ministre, tout à l'heure, dans sa communication inaugurale, a donné un avant-goût. Donc, ce rapport vient confirmer encore une fois, quantitativement cette fois-ci, par données probantes à l'appui, que les choix initiaux qui ont été faits sont des choix pertinents. Donc, ce qui nous conforte, si vous voulez, dans le chemin de l'extension et pourquoi pas dans le chemin de la généralisation et de la pérennisation. Bien sûr, sans omettre le fait qu'il y a des défis et qu'on aura des défis qui vont émerger suite à, quand on change de corpus, quand on change d'échelle, automatiquement, il y a de nouvelles problématiques qui vont émerger et au moment donné, il faut les traiter. Alors, la question qui reste, si vous voulez, c'est un peu le point de fuite de ce qui va de cette année-là, c'est-à-dire comment, tout en généralisant, faire durer l'impact. Comment entretenir ces résultats positifs, si vous voulez. Juste pour conclure, s'il y a un enseignement à tirer de tout ça, c'est qu'il y a possibilité d'inverser la tendance. Rien n'est irréversible, rien n'est fatal, rien n'est moulé dans, comme on dit en philosophie, dans la définitivité. Tout est liquide. On peut facilement inverser la tendance. Surtout avec un corps enseignant engagé, motivé et responsable. On peut passer à l'institutionnalisation, à la généralisation, à la pérennisation sans crainte aucune. Et comme je l'ai toujours dit dans mes petites communications, nous sommes capables de donner lieu à une transformation épique. J'aime la mythologie grecque, donc c'est Melhama, donc c'est une transformation épique de notre système éducatif pour que ces sans-voix, les élèves en difficulté, puissent prendre la parole. Et merci. En termes de pratique et de réalité, dans cette réforme d'école pionnière, ma question est simple. La place des enfants en situation de handicap dans cette réforme, sachant qu'un enfant qui échoue dans ce parcours scolaire, c'est un citoyen qu'on perd. Et ça va impacter automatiquement le taux de décrochage scolaire, en même temps le système et mettre en question tous ces concepts. Merci. Bonjour monsieur, tout d'abord je tiens à vous remercier pour votre intervention. J'aimerais juste savoir monsieur, quelle est la relation entre l'enseignement explicite et la méthode TARL, c'est-à-dire les points de convergence et de divergence. Et s'il vous plaît monsieur, est-ce qu'on peut dire ou est-ce qu'on doit poser la question qu'est-ce que l'enseignement explicite ou qu'est-ce qui n'est pas l'enseignement explicite? Bonsoir tout le monde. Je tiens déjà à vous saluer et vous remercier pour votre intervention. Et je vous signale déjà au début que je suis inscrit dans cette méthode de TARL. Mais on a bien sûr évoqué avec vous quelques difficultés rencontrées. Vous avez cité que quelques instances ont cité les qualités ou bien les performances ou bien les résultats déjà signalés, donc qui sont favorables jusqu'à maintenant. La question, ou bien je m'interroge, pourquoi il ne faut pas attendre d'autres instances internationales? Internationales, c'est là au moment où on doit déterminer à tel point on a pu atteindre les objectifs, c'est que cette méthode est vraiment efficace ou non. D'autres instances internationales, pourquoi? Parce qu'on s'attend 4 ans ou bien 5 ans pour passer le test de Teams et Peirce et on trouve d'autres résultats autres que celles signalées par les instances nationales. Cela veut dire pas qu'on n'ait pas confiance dans les instances nationales. Et aussi la deuxième question, est-ce que ce n'est pas très tôt de donner ce verdict ou bien de qualifier cette méthode comme méthode qui est efficace? Merci. Salam alaikum, monsieur le directeur. Ça me fait plaisir déjà de voir face à face le directeur des curricula. C'est un énorme plaisir. Je vais parler du décrochage, l'échec. Est-ce que vous voyez aussi que les curricula aussi sont un problème, que c'est trop chargé et aussi c'est le moment aussi à faire aussi la mise à jour aussi. Peut-être à changer, peut-être parce que au niveau des emplois du temps,
on souffre beaucoup, surtout je parle de l'enseignement primaire, c'est un peu, soit au niveau horaire, 30 heures par semaine, soit aussi pour les élèves, c'est un peu trop, je vois, et aussi, et pour Tarl aussi, est-ce que la question directe, est-ce que les écoles pionnières, est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va être généralisé tout au Maroc? Et avec tous ces équipements et tout, on espère bien, bien les voir dans toutes les écoles primaires. Et aussi la deuxième question, c'est les profs de la langue amazigh, qui sont là, ça fait un mois, qui sont restés sans classe, sans rien faire. Alors là, qu'est-ce qu'ils vont faire et pourquoi il n'y a pas le tamazirt à Tarl et aussi dans l'enseignement explicite aussi. Merci. Oui. Pour la première question, la place d'un profil particulier, si vous voulez, spécifique, les élèves à besoins spécifiques. Bon, en tout cas, ce qu'on est en train de faire maintenant, on est en train de tester un modèle. Comme je vous ai dit, il est work in progress. Ça veut dire que c'est un modèle qui va se développer. L'enquête, c'est vrai, c'est un peu tôt, c'est un peu tard, etc. Mais en tout cas, il y a de la caution scientifique qui est là. Ça veut dire que JPA ne peut pas publier un article si... on ne va pas entrer dans la mauvaise foi. En tout cas, c'est des labels scientifiques. Mais en tout cas, on est dans une phase évolutive. Le modèle, il est là, dans sa version 1. Donc, c'est un prototype qui sera, bien sûr, affiné par la suite, qui sera, si vous voulez, intégrateur d'autres disciplines. Bien sûr, on pense à l'éveil scientifique, par exemple. Pourquoi les maths et pourquoi pas l'éveil scientifique? C'est vrai que les mathématiques, l'arabe et le français, pourquoi on a privilégié ces deux disciplines? C'est tout simplement parce que ce sont les disciplines qui sont génératrices de l'échec scolaire. Donc, on a voulu agir sur la source du mal, si vous voulez. Mais, bien sûr, on aura à étendre le modèle, la langue amazigh. D'ailleurs, l'année dernière, on avait un colloque au ministère de l'Éducation nationale et on a réuni tous les acteurs de la langue amazigh. Il y avait des exposés dans ce sens-là. Il y a des gens qui ont fait du tarl et de l'explicite, des séances type d'explicite en amazigh. Et donc, on va essayer de voir un peu comment les intégrer. Et c'est normal, c'est une obligation constitutionnelle, on n'en parle pas. Donc, donc pour les handicapés, pour les élèves en besoins spécifiques également, c'est un devoir constitutionnel. En tout cas, l'essentiel, c'est que tarl, regardez, l'explicitation à outrance, les étayages à outrance, etc., c'est un peu la même logique que les élèves qui ont des difficultés spécifiques. Mais il y aura sûrement cette approche clinique qu'on va intégrer dans tarl pour voir un peu comment tenir compte des dyslexies, comment tenir compte, etc. Je ne sais pas s'il y a autre question. Tarl et l'explicite, oui. Tarl et l'explicite, ce que je vous ai dit au début, tarl et l'explicite, c'est une prouesse, c'est un exploit marocain. Donc on a essayé de voir comment marier les deux. Donc, et il n'y a aucune opposition paradigmatique entre l'esprit tarl et l'esprit explicite. Au contraire, l'explicite est un tremplin pour ramener, si vous voulez, les élèves à la sphère de l'acquisition et ne pas les laisser à l'extérieur. Pour le curriculum, on est en train de revoir le curriculum. Oui, c'est vrai, c'est un chantier décisif dans la réforme. Maintenant, on est en train de revoir, de refondre un peu le curriculum du collège. Mais en même temps, n'oubliez pas que il y a tarl, il y a le deuxième volet qu'on appelle l'approche préventive, là où on est en train de revoir un peu le curriculum juillet 2021. Mais c'est juste dans le sens de la continuité. Qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, en tout cas, c'est un modèle évolutif. C'est un modèle évolutif. On est en train de le tester. Et le dernier mot, c'est aux enseignants. Ce sont eux les garants de ce modèle.
bien sûr, c'est vous qui y êtes en contact direct avec les élèves. Et donc, vous avez vu, quand j'ai parlé de pilotage un peu particulier, non, qu'est-ce qu'on reçoit? Un feedback des enseignants qui nous disent que cet item est difficile, cet item est facile, etc. Et on essaie d'accommoder tout ça. Ça veut dire qu'il y a quand même un va-et-vient, une interaction. C'est-à-dire que le curriculum qu'on est en train de forger, c'est un curriculum qui nous vient du terrain et non pas un curriculum qui est juste une vue d'esprit qui descend verticalement.